Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'argent était faux? Imaginez un monde où la monnaie ne serait qu'un simple chiffre modifiable à volonté, où des milliers de milliards apparaissent et disparaissent comme par magie, sans que personne ne bronche. Ce monde, ce n'est pas de la science-fiction, c'est tout simplement le nôtre. Et c'est exactement ce que font les banques centrales avec le quantitative easing. Pourquoi les marchés explosent-ils alors que l'économie réelle peine à suivre? Pourquoi l'argent que vous gagnez perd-il de la valeur sans même que vous ne vous en rendiez compte? Et surtout, que se passera-t-il si ce système s'effondre? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans l'un des plus grands paradoxes économiques de notre époque, le quantitative easing. Ce mécanisme secret, ou presque, qui façonne l'économie mondiale dans l'ombre. Accrochez-vous, parce qu'après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais l'argent de la même façon. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, avec mon équipe, nous avons mis plusieurs ressources à votre disposition, directement sous cette vidéo. Notamment la possibilité d'obtenir un compte financier pouvant aller jusqu'à 360 000 $ immédiatement et sans aucun challenge. Et maintenant, passons au vif du sujet. Partie 1. Introduction au quantitative easing. Alors, le quantitative easing est une stratégie monétaire non conventionnelle utilisée par les banques centrales pour stimuler l'économie lorsque les politiques traditionnelles, comme la réduction des taux d'intérêt, ne sont plus efficaces. Cette politique vise à injecter de la liquidité dans le système financier en achetant des actifs financiers à long terme, tels que des obligations d'État et des titres privés. Dans un contexte de faible croissance, de faible inflation et de crise économique, le quantitative easing peut aider à soutenir la demande globale, réduire les taux d'intérêt à long terme et bien sûr encourager l'investissement. Passons maintenant à la définition et l'explication du concept de quantitative easing. Le quantitative easing est une mesure monétaire dans laquelle une banque centrale comme la Réserve fédérale américaine, la Fed, ou encore la Banque centrale européenne, la BCE, achète des actifs financiers, principalement des obligations d'État et d'autres titres privés. L'objectif est d'augmenter la quantité de monnaie en circulation et de faire baisser les taux d'intérêt à long terme. En conséquence, cela permet aux institutions financières d'emprunter à des taux plus bas, augmentant ainsi les liquidités dans l'économie. Cette politique est mise en place lorsque les taux d'intérêt de base sont proches de zéro et ne peuvent pas être abaissés davantage. Maintenant, quels en sont les effets principaux? Il y a l'injection de liquidités dans l'économie, la réduction des rendements à long terme sur les actifs financiers, la stimulation de la consommation et des investissements privés. Favoriser l'accès au crédit en abaissant le coût des emprunts. En d'autres termes, le quantitative easing crée des conditions favorables pour une relance économique en encourageant les dépenses et les investissements. Concernant maintenant l'historique du quantitative easing, d'où vient cette politique monétaire? Le quantitative easing a émergé à la suite des crises économiques mondiales, notamment la crise financière de 2008, lorsque les politiques monétaires traditionnelles n'ont pas suffi à relancer la croissance économique. Avant la crise, les banques centrales se concentraient principalement sur la réduction des taux d'intérêt pour pouvoir stimuler l'économie. Cependant, avec la chute des taux à des niveaux proches de zéro, il est devenu évident, bien sûr, que cette méthode classique était insuffisante. Le premier grand recours au quantitative easing a eu lieu au Japon, dans les années 2000, où la Banque du Japon a utilisé cette politique pour combattre une stagnation économique prolongée et aussi une déflation persistante. Cependant, c'est après la crise financière de 2008, avec l'effondrement des marchés financiers et la récession mondiale qui en a découlé, que le quantitative easing est devenu une stratégie monétaire globale. La Réserve fédérale américaine, donc la Fed, suivie par d'autres grandes banques centrales comme la BCE, et la Banque d'Angleterre, ont mis en place cette politique pour soutenir l'économie, maintenir la stabilité des marchés financiers et
prévenir une déflation. Depuis 2008, plusieurs vagues de quantitative easing ont eu lieu dans les grandes économies du monde, notamment après la crise de la pandémie du Covid, où les banques centrales ont de nouveau intensifié leur achat d'actifs pour pouvoir soutenir les économies fragilisées. Alors, concernant maintenant les objectifs principaux du quantitative easing dans un contexte économique globalisé. Le quantitative easing poursuit plusieurs objectifs dans un contexte économique mondial interconnecté. Stimuler la croissance économique en injectant des liquidités dans le système financier. Le quantitative easing cherche à stimuler l'économie en abaissant les taux d'intérêt à long terme. Cela encourage bien évidemment l'investissement privé et la consommation des ménages, ce qui peut aider à sortir d'une période de croissance faible ou bien de récession. Faciliter l'accès au crédit. Le quantitative easing rend l'argent abondant et moins cher, permettant aux entreprises et aux particuliers d'accéder plus facilement au crédit. Dans un monde dit globalisé, cela peut aussi favoriser les investissements internationaux, permettant aux entreprises d'emprunter à des coûts plus bas. Éviter l'inflation et maintenir une inflation stable. En augmentant la masse monétaire, le quantitative easing aide à lutter contre la déflation en maintenant une inflation modérée. Dans un contexte mondial où les crises économiques peuvent rapidement se propager, une inflation stable est cruciale pour la stabilité économique. Réduire les rendements des actifs financiers et diversifier les investissements. En achetant des obligations et des actifs financiers, les banques centrales réduisent les rendements sur ces instruments. Cela pousse les investisseurs à chercher des rendements plus élevés ailleurs, stimulant la diversification des investissements à l'échelle mondiale. Mais également maintenir la stabilité financière. Le quantitative easing aide à stabiliser les marchés financiers pendant la période de crise, en évitant des défaillances systémiques. Lorsqu'un choc économique survient, le quantitative easing permet d'assurer que les systèmes bancaires restent liquides et fonctionnel à l'échelle mondiale, mais aussi ajuster les politiques monétaires globales. Dans un monde globalisé, les décisions des banques centrales influencent les taux de change et les flux de capitaux. Un quantitative easing peut par exemple entraîner la dépréciation d'une monnaie, ce qui a un impact sur les échanges internationaux et sur les économies étrangères. Partie 2, le quantitative easing dans la théorie économique. Le quantitative easing, bien que largement utilisé dans la pratique par les banques centrales, repose sur une base théorique spécifique. Pour mieux comprendre cette politique, il est important de la mettre en perspective avec la politique monétaire conventionnelle et de comprendre les raisons économiques qui ont conduit à son adoption, notamment dans les grandes crises économiques. La politique monétaire conventionnelle versus non conventionnelle. La politique monétaire traditionnelle repose sur des outils classiques utilisés par les banques centrales, notamment les taux d'intérêt directeurs. En abaissant les taux directeurs, une banque centrale stimule l'économie en incitant les banques commerciales à prêter davantage, ce qui augmentera la liquidité dans l'économie et aussi ce qui encourage l'investissement et soutient la consommation. Cependant, lorsque les taux d'intérêt sont déjà proches de zéro, cette pratique traditionnelle atteint ses limites. En effet, si la banque centrale ne peut plus baisser les taux de manière significative, elle ne peut plus stimuler l'économie de manière efficace. Et c'est ici que le quantitative easing entre en jeu. Contrairement aux politiques classiques, le quantitative easing consiste à injecter de la liquidité directement dans l'économie en achetant des actifs financiers tels que des obligations d'État ou d'autres titres financiers. Cette approche non conventionnelle vise à stimuler l'économie en augmentant la masse monétaire et en abaissant les rendements des actifs à long terme, même lorsque les taux d'intérêt à court terme sont déjà très bas. Alors maintenant, les taux d'intérêt et leur rôle. Les taux d'intérêt jouent un rôle central dans l'économie en influençant les décisions de consommation et d'investissement. Des taux d'intérêt bas encouragent les emprunts,
car ils réduisent le coût du crédit. Cependant, lorsque les taux d'intérêt sont déjà très bas, voire proches de zéro, leur capacité à stimuler l'économie est limitée. C'est là que le quantitative easing prend le relais. En achetant des actifs financiers, la banque centrale pousse les rendements des obligations à la baisse, incitant les investisseurs à chercher des rendements plus élevés dans d'autres secteurs de l'économie, comme le marché immobilier ou les actions, stimulant ainsi les investissements et les consommations. Les limites des politiques monétaires classiques. Les politiques monétaires classiques se concentrent principalement sur l'ajustement des taux d'intérêt, mais elles ont montré leurs limites, surtout dans des périodes de crise. Lorsque les taux sont déjà à des niveaux extrêmement bas, par exemple en dessous de 0% dans certains cas, l'efficacité de la politique monétaire devient limitée, car les banques et les consommateurs ne sont pas incités à emprunter davantage. Cela peut conduire à ce que l'on appelle la trappe à liquidité, une situation où la politique monétaire conventionnelle devient inefficace. Dans un tel contexte, le quantitative easing devient un outil crucial, car il permet de maintenir la liquidité dans le système financier, de réduire les rendements des actifs et de favoriser les investissements à long terme, même lorsque les taux d'intérêt sont déjà au plus bas. Pourquoi le quantitative easing? Une question totalement légitime. Le quantitative easing a été adopté principalement pour réagir à l'incapacité des politiques monétaires conventionnelles à stimuler suffisamment l'économie. Lors de la crise financière de 2008, les banques centrales se sont retrouvées dans une situation où elles ne pouvaient plus abaisser les taux, car ces derniers étaient déjà trop proches de zéro. Dans ce cadre, le quantitative easing est devenu l'outil privilégié pour éviter une récession prolongée et une déflation. Le quantitative easing agit en modifiant la structure des taux d'intérêt et en augmentant la masse monétaire de manière plus ciblée que les politiques classiques. En achetant des actifs financiers, les banques centrales injectent de l'argent dans l'économie, ce qui aide à maintenir la confiance des investisseurs, à soutenir les marchés financiers et augmenter la demande globale. Maintenant, quelles en sont les raisons économiques qui poussent à l'adoption du quantitative easing? Plusieurs raisons économiques ont conduit à l'adoption du quantitative easing, parmi lesquelles lutter contre la déflation. Le quantitative easing est souvent mis en place pour éviter une déflation, c'est-à-dire une baisse généralisée des prix. La déflation peut être néfaste pour une économie car elle encourage l'épargne au détriment de la consommation, ce qui ralentit encore l'activité économique davantage. Il y a également maintenir la stabilité financière. En période de crise, le quantitative easing permet de maintenir la stabilité des marchés financiers en augmentant la liquidité et en réduisant le risque systémique. Nous avons également soutenir la croissance économique. Le quantitative easing vise à stimuler l'investissement et la consommation en rendant le crédit plus accessible et en réduisant les rendements des actifs financiers. Favoriser un environnement propice à l'emploi en soutenant la croissance économique et l'investissement, le quantitative easing peut indirectement aider à créer des emplois et à réduire le chômage. Réponse à une crise économique. Le quantitative easing est principalement utilisé comme réponse à une crise économique majeure, comme par exemple celle de 2008. Ou de la pandémie du Covid. Dans ces périodes de turbulence, les taux d'intérêt traditionnels ne suffisent pas à redresser l'économie. En injectant de la liquidité dans le système bancaire, le quantitative easing permet de restaurer la confiance des investisseurs, soutient également les marchés financiers et relance l'activité économique. Par exemple, pendant la crise de 2008, la Réserve fédérale américaine, donc la Fed, a mis en œuvre un quantitative easing massif pour lutter contre l'effondrement des marchés financiers et éviter une dépression prolongée. De même, en 2020, les banques centrales mondiales ont rapidement déployé le quantitative easing pour atténuer les effets économiques dévastateurs de la pandémie et pour pouvoir soutenir les marchés et stimuler la reprise économique. Les grands moments de crise en 2008 et 2020. La crise de 2008 a marqué un tournant dans l'utilisation du quantitative easing. Face à l'effondrement des marchés financiers, de nombreuses banques centrales ont adopté le quantitative easing,
comme mesure essentielle pour stabiliser les économies. Après 2008, la Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre ont lancé plusieurs vagues de quantitative easing pour soutenir la reprise économique. La pandémie du Covid représente un autre moment de crise majeure où le quantitative easing a été intensifié. Les banques centrales ont rapidement adopté des politiques monétaires non conventionnelles pour contrer l'impact économique de la pandémie. Le quantitative easing global a été utilisé pour fournir une réponse immédiate à l'effondrement de l'activité économique, soutenir les marchés et faciliter la reprise après les confinements mondiaux. Le quantitative easing permet également de lutter contre la déflation et encourager la consommation. L'un des principaux objectifs du quantitative easing est de lutter contre la déflation, une situation où les prix baissent, où la consommation et l'investissement stagnent. La déflation peut être extrêmement problématique car elle incite les consommateurs à repousser leurs achats, anticipant des prix encore plus bas à l'avenir. Le quantitative easing, en augmentant la masse monétaire et en réduisant les rendements des actifs, pousse les consommateurs et les entreprises, bien sûr, à dépenser et à investir, ce qui aide à maintenir l'inflation à un niveau modéré. Cela encourage également la consommation, car des taux d'intérêt bas rendent les prêts moins coûteux, stimulant ainsi les achats de biens durables et l'investissement des entreprises. Partie numéro 3. Mécanisme du quantitative easing. Le quantitative easing repose sur un mécanisme précis qui permet aux banques centrales d'injecter de la liquidité dans l'économie. Mais comment, au final, fonctionne concrètement cette politique? Quels actifs sont achetés? Comment la création monétaire impacte-t-elle les bilans des banques centrales et des banques commerciales? Et surtout, comment cette nouvelle liquidité se transmet-elle à l'économie réelle? Le processus du quantitative easing. Le quantitative easing suit une série d'étapes précises qui permettent d'augmenter la masse monétaire en circulation. Contrairement à la politique monétaire conventionnelle qui agit sur les taux d'intérêt à court terme, le quantitative easing cible directement les taux à long terme et l'offre de crédit. Maintenant, comment les banques centrales créent de la monnaie? Alors, contrairement à une idée reçue, les banques centrales n'impriment pas les billets. La création monétaire se fait numériquement. Et voici le processus en détail. Décision d'achat d'actifs. La Banque centrale annonce un programme de quantitative easing et précise le volume d'achat ainsi que les types d'actifs concernés. Création monétaire, elle crédite numériquement des réserves bancaires sur les comptes des banques commerciales en échange des actifs achetés. Augmentation du bilan de la Banque centrale. Ces actifs sont inscrits à l'actif du bilan de la Banque centrale, tandis que les nouvelles réserves augmentent ces engagements. Ainsi, la masse monétaire M0, donc monnaie de base, augmente immédiatement. Mais l'impact sur l'économie réelle dépend de la transmission de cette liquidité par les banques. Quels en sont les actifs achetés dans le cadre du quantitative easing? Le choix des actifs est crucial car il influence directement les bénéficiaires du quantitative easing et son efficacité. Généralement, la Banque centrale achète des obligations d'État, des bonds, des trésors, etc. C'est l'actif privilégié car il permet de baisser les taux d'intérêt à long terme. Les obligations d'entreprise, les corporate bonds, pour soutenir le financement des entreprises privées. Des titres adossés à des actifs comme le MBS, surtout aux États-Unis pour fluidifier le marché du crédit immobilier. Des obligations municipales et dettes locales. Dans certains cas, pour aider les collectivités. L'objectif est de faire baisser les rendements de ces actifs et d'encourager les investisseurs à prendre plus de risques en se reportant vers des actions ou du crédit privé. Maintenant, nous allons voir la création monétaire et les effets sur les bilans bancaires. Le quantitative easing a un impact immédiat sur le bilan des banques centrales, mais aussi sur celui des banques commerciales. Effet sur la banque centrale.
Lorsque la banque centrale achète des actifs, elle augmente son bilan. Car, bien sûr, à l'actif, elle inscrit les titres achetés. Au passif, elle crédite les banques commerciales avec de nouvelles réserves. Ce phénomène gonfle artificiellement le bilan des banques centrales, parfois jusqu'à des niveaux records. Par exemple, la Fed et la BCE ont vu leur bilan tripler après 2008. Effet sur les banques commerciales. Les banques qui vendent leurs obligations à la banque centrale reçoivent des réserves supplémentaires. Et bien sûr, cela a plusieurs conséquences. Elles peuvent accorder plus de crédit car elles ont plus de liquidité. Elles peuvent réinvestir cet argent sur des actifs plus risqués. Leur coût de financement baisse, ce qui favorise l'emprunt et l'investissement. Toutefois, si ces réserves restent inactives, comme après 2008, l'impact du quantitative easing sur l'économie réelle peut être limité. Voyons maintenant la transmission du quantitative easing à l'économie réelle. L'un des grands défis du quantitative easing est de s'assurer que l'argent injecté ne reste pas bloqué dans le système financier, mais se diffuse bien dans l'économie réelle. Et voici les principaux canaux de transmission. Effet sur les taux d'intérêt à long terme. Le quantitative easing agit en premier lieu sur les taux d'intérêt à long terme. En achetant massivement des obligations d'État, la Banque centrale fait grimper leur prix. Cela fait baisser le rendement, car le prix d'une obligation et son taux d'intérêt sont inversement corrélés. Résultat, les taux d'intérêt à long terme diminuent, ce qui réduit le coût du crédit pour les entreprises et les ménages. C'est l'un des objectifs majeurs du quantitative easing, stimuler le crédit et l'investissement en rendant l'emprunt plus attractif. Influence sur les marchés financiers et les prix des actifs. Avec des taux bas, les investisseurs cherchent à obtenir du rendement ailleurs. Le quantitative easing provoque ainsi une hausse des actions car les investisseurs fuient les obligations, une baisse des spreads de crédit, les entreprises empruntent à moindre coût, une inflation des prix des actifs immobiliers, car les crédits immobiliers sont moins chers, et cela favorise un effet richesse. Les détenteurs d'actions et d'immobilier voient leur patrimoine augmenter, ce qui peut les inciter à consommer plus. L'impact sur le crédit bancaire et la liquidité. Avec plus de réserves et des taux bas, les banques peuvent théoriquement prêter davantage. Cela permet d'accroître le volume de crédit aux entreprises et aux ménages. D'éviter un crédit crunch, donc rareté du crédit en période de crise, de relancer la consommation et l'investissement. Cependant, si les banques sont frileuses ou si la demande de crédit est faible, comme au Japon dans les années 1990, le quantitative easing peut perdre en efficacité. Partie numéro 4, les différents types de quantitative easing. Le quantitative easing n'est pas une politique monétaire uniforme. Au fil des crises économiques et des évolutions financières, les banques centrales ont adopté leur stratégie pour répondre aux défis spécifiques de leurs économies. Si le quantitative easing traditionnel reste la forme la plus connue, d'autres variantes ont émergé. Le ciblé, l'étendu et les programmes d'achat d'actifs massifs et même le quantitative easing négatif. Dans cette partie, nous allons explorer ces différentes déclinaisons du quantitative easing, comprendre pourquoi elles ont été mises en place et analyser leur impact sur l'économie mondiale. Alors, le quantitative easing traditionnel versus le quantitative easing ciblé. Le quantitative easing classique repose sur l'achat massif d'obligations d'État pour injecter des liquidités dans l'économie et faire baisser les taux d'intérêt. Mais dans certains cas, les banques centrales ont choisi d'adopter un quantitative easing plus ciblé, visant des secteurs spécifiques ou des types d'actifs particuliers. Le quantitative easing traditionnel, l'approche standard. Le quantitative easing traditionnel suit un schéma relativement simple. Les banques centrales achètent principalement des obligations d'État. Exemple des bons du Trésor américain, du Bund allemand ou de l'OAT française. L'objectif est de réduire les taux d'intérêt à long terme et de stimuler le crédit. Il s'agit d'une approche généraliste
qui vise à influencer l'ensemble de l'économie sans distinction de secteur. Exemple, la Réserve fédérale, la Fed, entre 2008 et 2014, achat massif de bons du Trésor pour stabiliser le système financier après la crise des subprimes. La Banque centrale européenne, donc la BCE, entre 2015 et 2018, programme d'achat d'obligations souveraines pour lutter contre la déflation. Maintenant, le quantitative easing ciblé, une réponse plus fine aux crises économiques. Parfois, une approche plus ciblée est nécessaire, notamment quand certains secteurs sont en difficulté ou que la relance économique est inégale. Le quantitative easing ciblé se distingue par l'achat d'obligations d'entreprise pour soutenir le financement du secteur privé. L'acquisition de titres adossés à des prêts hypothécaires, MBS, pour stabiliser le marché immobilier. Le rachat de dettes locales ou municipales pour aider les collectivités en difficulté. Exemple, la Fed en 2008 et 2009 a acheté des mortgage-backed MBS pour redonner confiance au marché immobilier. La BCE en 2016 a étendu son quantitative easing aux obligations d'entreprise européennes pour encourager l'investissement privé. Enfin, le quantitative easing étendu. Aller au-delà des obligations classiques. Certaines banques centrales ont cherché à aller encore plus loin en étendant leur quantitative easing à des actifs plus risqués ou en achetant directement des actions. L'achat d'actions et d'ETF, l'exemple du Japon, très intéressant. La Banque du Japon a été pionnière dans cette approche. Dès 2013, elle a commencé à acheter. Elle a acheté des ETF pour pouvoir soutenir le marché boursier. Des actions d'entreprises japonaises via des fonds spécialisés. L'objectif était d'encourager les investisseurs à prendre plus de risques et d'éviter une spirale déflationniste. Alors les avantages bien sûr sont nombreux. Soutien direct aux entreprises, relance de la consommation via l'effet richesse, etc., etc. Mais il y a également quelques inconvénients, forcément, comme le risque d'une bulle boursière artificielle. La banque centrale devient un acteur dominant du marché, ce qui fausse les prix. Achat de dettes à très long terme. Certains ou certaines banques plutôt centrales, comme la Banque d'Angleterre, ont étendu leur quantitative easing en achetant des obligations d'État à très long terme, 50 ans ou plus. Cela permet de maintenir des taux bas durablement, mais augmentant ainsi le risque d'un endettement excessif des États. Le programme d'achat d'actifs à grande échelle, autrement dit également connu sous LSAP. Lorsque la crise est particulièrement sévère, le quantitative easing prend une forme encore plus agressive, le LSAP. Alors, en quoi consiste le LSAP? C'est un quantitative easing massif où la banque centrale s'engage à racheter des milliers de milliards d'actifs et ça peut inclure des obligations d'État, des obligations d'entreprise, des titres hypothécaires, des ETF ou encore des actions. Exemple, la Fed en 2020 a lancé un LSAP sans limite après le choc du Covid, rachetant plus de 120 milliards de dollars d'actifs par mois. Je dis bien par mois. Encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients au LSAP. Les avantages sont la stabilité immédiate des marchés financiers, ce qui stabilise immédiatement. Permet aux États de se financer à moindre coût. Les inconvénients, par contre, c'est que ça peut créer une hyperinflation si trop d'argent est injecté. Bien sûr, également une distorsion des marchés financiers. Les prix des actifs ne reflètent plus la réalité économique. Et enfin, nous avons le quantitative easing négatif, quand les taux bas ne suffisent plus. Et là, c'est encore autre chose. Face à certaines crises, certaines banques centrales ont poussé l'expérience encore plus loin, en entrant dans un territoire inconnu. Les taux négatifs. Alors pourquoi est-ce que certaines banques centrales ont adopté des taux négatifs? Ça peut paraître un peu fou. Lorsque les taux d'intérêt sont déjà proches du 0%, les banques centrales n'ont plus de marge de manœuvre classique. Elles peuvent alors fixer des taux directeurs négatifs. Les banques payent pour déposer leur argent à la banque centrale, pénaliser les dépôts bancaires
Pour inciter, prêter plutôt que de stocker de l'argent. Exemple de politique du quantitative easing négatif, la BCE en 2014. Passage des taux de dépôt en négatif, moins 0,1%, puis jusqu'à moins 0,5%, pour forcer les banques à prêter. En Suisse et au Japon, le taux négatif sur les obligations d'État à 10 ans pour attirer les investisseurs. Encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients. En avantage, on y retrouve la stimulation du crédit et l'investissement en rendant l'épargne coûteuse. La dévalorisation de la monnaie locale favorisant les exportations. En point négatif, on y retrouve que ça pénalise les banques qui voient leur rentabilité chuter. Que ça décourage l'épargne, ce qui peut créer des bulles financières. Ou encore, ça déstabilise bien sûr les fonds de pension qui dépendent des obligations. Partie numéro 5, l'impact du quantitative easing sur les marchés financiers. Le quantitative easing a transformé en profondeur les marchés financiers. Initialement conçu pour soutenir l'économie réelle, il y a eu des effets massifs sur les actions, les obligations, les devises et bien sûr les taux de change. Mais cette politique monétaire a aussi généré des déséquilibres, alimentant des bulles spéculatives, des inégalités économiques et des distorsions sur les prix des actifs. Nous allons maintenant analyser comment le quantitative easing a boosté les marchés financiers, modifié la valorisation des entreprises, affecté les monnaies nationales et contribué à des déséquilibres économiques majeurs. Premièrement, influence du quantitative easing sur les actions et les obligations. Le premier effet du quantitative easing est une baisse des taux d'intérêt, ce qui rend les investissements risqués plus attractifs et cela profite aux particuliers. Car aux actions qui voient leur valorisation grimper, aux obligations dont les rendements chutent mais dont les prix augmentent, etc., etc. Le quantitative easing comme moteur des marchés boursiers, quand les banques centrales injectent des milliards de dollars, d'euros ou des yens ou des dollars, peu importe, des euros, cet argent cherche des opportunités rentables. Les investisseurs privés de rendement sur les obligations se ruent sur les actions. Avec des taux bas, emprunter pour financer des rachats d'actions devient moins coûteux. Les entreprises profitent du quantitative easing pour augmenter leurs dividendes et rachats d'actions, ce qui pousse les prix à la hausse. L'effet richesse stimule la consommation et l'investissement, renforçant la croissance économique. Prenons un exemple. Après la crise de 2008, la Fed a lancé plusieurs rounds de quantitative easing, propulsant le S&P 500 à plusieurs points largement supérieurs à ce qu'il aurait dû être techniquement. En 2020, face à la crise du Covid, la Fed et la BCE ont injecté plus de 9 000 milliards de dollars, déclenchant un rebond historique des marchés. L'effet du quantitative easing sur le marché obligataire. Le quantitative easing fait baisser les taux d'intérêt, ce qui a plusieurs conséquences. Une hausse des prix des obligations, puisque les anciens titres avec des taux plus élevés deviennent plus attractifs. Réduction du coût d'emprunt pour les États et les entreprises. Compression des spreads, ce qui réduit l'écart entre les dettes sûres, exemple les bons du trésor, et les obligations risquées. Il y a également des effets pervers. Les obligations d'État deviennent peu rentables, forçant les investisseurs à prendre plus de risques. Des pays très endettés peuvent continuer à emprunter à bas coût, reportant les ajustements budgétaires. Le quantitative easing et son impact sur les devises et les taux de change. Le quantitative easing affecte directement la valeur des monnaies nationales en créant un surplus de liquidité, peut diluer la valeur d'une devise par rapport à une autre. La dépréciation compétitive des monnaies. Lorsque les banques centrales pratiquent le quantitative easing, elles augmentent la masse monétaire et cela entraîne souvent une baisse de la valeur de la monnaie par rapport aux devises étrangères. Un avantage compétitif pour les exportateurs puisque leur bien devient moins cher à l'étranger. Prenons un exemple. En 2013, le Japon a lancé un programme massif
de quantitative easing sous le gouvernement. Résultat, le yen a chuté de 30% face au dollar en 2 ans, boostant les exportations japonaises. En 2020, le quantitative easing de la Fed a affaibli le dollar, soutenant la relance économique américaine. Et bien sûr, les effets du quantitative easing sur les flux de capitaux, les investisseurs cherchent toujours les rendements les plus élevés. Quand une banque centrale fait du quantitative easing, les taux baissent dans le pays concerné. Les capitaux fuient vers des marchés émergents où les taux sont plus élevés. Cela peut créer des bulles financières dans ces pays, suivies de sorties brutales quand la politique monétaire change. Le quantitative easing est la formation de bulles spéculatives. L'un des effets les plus critiqués du quantitative easing est qu'il fausse la valorisation des actifs financiers. En rendant l'argent très bon marché, il pousse les investisseurs à payer des prix excessifs pour des actions, de l'immobilier ou même des cryptos. Et nous terminons cette vidéo par une conclusion globale. Le quantitative easing est une arme à double tranchant. Le quantitative easing est bien plus qu'un simple outil monétaire. C'est une politique qui a redessiné les dynamiques économiques mondiales, bouleversé les marchés financiers et profondément influencé la manière dont les banques centrales gèrent les crises. D'un côté, il a permis d'éviter l'effondrement de l'économie en période de turbulence, en fournissant aux banques et aux États des liquidités massives pour relancer l'investissement et la consommation. Et sans lui, la crise de 2008 ou la pandémie de 2020 aurait pu engendrer des récessions bien plus sévères. Mais au final, à quel prix? En rendant l'argent abondant, le quantitative easing a alimenté les bulles spéculatives, creusé des inégalités et affaibli la discipline budgétaire des gouvernements. Il a aussi transformé le rôle des banques centrales qui ne sont plus seulement des régulateurs, mais des acteurs majeurs de l'économie et des marchés financiers. La grande question aujourd'hui est la suivante. Peut-on réellement en sortir? Chaque tentative de retrait du quantitative easing a provoqué des secousses sur les marchés, rendant sa suppression aussi délicate que son introduction. Dans un monde où la dette est omniprésente et où la croissance repose en grande partie sur l'intervention des banques centrales, le quantitative easing pourrait bien être devenu un engrenage dont il est impossible de s'extraire. Plus qu'un outil temporaire, il s'est imposé comme une nouvelle norme économique, avec toutes les incertitudes que cela implique pour l'avenir. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Rappelez-vous, vous avez des ressources qui vous attendent directement dans la description et notamment la possibilité d'obtenir jusqu'à 360 000 $ immédiatement et sans aucun challenge. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.